Je suis Vincent Thomasset et je suis metteur en scène, chorégraphe et parfois auteur. Quand vous m'avez posé la question, j'ai cherché un objet, j'en ai pas vraiment d'objet fétiche ou particulier. Et puis je suis tombé sur cet objet qui est un truc qui n'existe plus trop, hein, les CD, enfin ça existe toujours, mais surtout les mini CD. J'avais acheté ça quand j'étais en mode post-bac. C'est genre il y a 2 morceaux dessus, c'est un groupe qui s'appelle Grauzone, c'est un groupe punk où il y avait Stéphane Escher comme chanteur, etc. Et c'est une chanson, si vous l'écoutez, peut-être, ça vous dira quelque chose, elle est assez connue pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc voilà, Grauzone, Iceberg, musique. Franchement, j'ai pas de raison précise, si ce n'est que je l'ai écouté régulièrement, que c'est de la musique et c'est de l'allemand. Ça raconte quoi? Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr schreien, alles war so kalt. Bon, Eisbär müssen nie weinen. En gros, ça te dit que les ours ne doivent pas pleurer. C'est pas mal que les ours ne doivent pas pleurer. Je crois que c'est pas vrai. Intégrer Exerce à 33 ans, effectivement, c'était une vraie chance pour moi. C'est vrai que je ne pensais pas pouvoir le faire un jour, et lorsque j'ai su que le concours n'était pas limité en âge, j'ai sauté sur l'occasion, surtout que j'étais absolument pas danseur, mais par contre je travaillais avec mon corps en tant qu'interprète. C'était une grande chance, donc c'était un concours, je l'ai réussi, j'étais très heureux. Après, est-ce que j'étais en décalé? Oui, oui, j'étais en décalage, un peu. Parce que j'ai jamais été étudiant dans l'âme, même lorsque j'étais étudiant. Ouais. Pendant 1 ou 2 ans, j'ai jamais eu la configuration, si tant est qu'il y en a une. Mais en tout cas, je n'ai jamais réussi à étudier réellement. Ouais. Donc là, peut-être j'étais en décalage avec peut-être certaines personnes qui avaient un peu cette posture lorsque des intervenantes venaient, comment vous faites? Moi, j'avais juste envie de me confronter plus. Ouais. Je n'ai pas spécialement envie d'apprendre, j'ai envie de pratiquer, etc. Ça crée une forme d'urgence, je pense, de rentrer sur le tard. Je me suis dit, tiens, je suis avec 12 personnes venant du monde entier, parce que j'en étais pas beaucoup de Français. Et donc, j'ai fait pas mal d'expériences, des fois heureuses, des fois malheureuses. Et je me dis, c'est super de pouvoir travailler avec 10 personnes, mais c'était en fait très compliqué. J'ai pas essayé de penser à un objet, ou j'ai pris le temps plutôt de me dire, tiens, ça y est, j'ai la chance de pouvoir expérimenter des choses. Qu'est-ce que j'ai envie de travailler? Quels seraient les outils que j'aurais envie d'employer? Et ça m'a pris 3 ans, ça, avant de comprendre ce qui me travaillait et d'avoir réellement envie de faire des spectacles, des choses reproductibles. J'avais juste fait, du coup, pendant ces 3 années, des propositions non reproductibles, sans argent et donc sans temps de répétition. Lorsque tu me parlais de sensibilité, effectivement, peut-être que je passe plutôt par un canal très intuitif, plutôt discursif, ou en tout cas, je ne veux pas dire intellectuel, mais je réfléchis aux choses, mais a posteriori, on va dire. C'est complètement faux ce que je dis. J'y réfléchis aussi en amont. Non, mais disons que c'est un peu le principe de la sérendipité. C'est-à-dire que tu sais que tu veux aller quelque part et puis tu découvres des endroits pendant le processus de création qui peuvent t'amener à d'autres endroits. Alors c'est un procédé absolument formidable dont j'ai beaucoup usé, surtout sur les premières pièces, et puis qui peut avoir aussi ses travers, parce qu'on peut perdre pas mal de temps aussi à découvrir des endroits qui vont finalement pas servir à la création. Mais ça, c'est tout l'enjeu de la création. À chaque projet, c'est différent, ce sont un peu des processus de travail différents. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois, j'aménage des périodes de répétition en solo, avec chaque interprète, lorsque les pièces sont à plusieurs. Ça me permet qu'on puisse vraiment se rencontrer. Alors pas 3 semaines, hein, mais 5 jours. Ça, c'est important. Ensuite, effectivement, j'essaye des choses pensées à l'avance, mais on essaye d'avancer assez vite quand même. Le travail à la table n'a jamais été très présent. Moi, j'ai besoin de voir et éprouver pour comprendre ce qui est juste ou pas juste. Et je sais que les réflexions peuvent me jouer des tours. Donc j'apprécie très très fortement d'être passé par justement le champ chorégraphique, parce que c'est l'expérience qui prime. Transversari, c'est une pièce qui s'articule autour de la figure d'un homme qui va se retrouver quelque part enfermé chez lui. Non pas qu'il soit enfermé, mais incapable d'en sortir.
ou en tout cas, on va le voir évoluer dans un espace contraint, domestique contraint. Et il va se retrouver à effectuer des tâches domestiques et puis très certainement, bien évidemment, à regarder des écrans. C'est un peu le sujet transversal de la pièce, le rapport qu'on a aux images qui nous traversent, très souvent à nos corps défendants. Et donc, cet homme, il est incarné par Lorenzo De Angelis, qui est un danseur que j'ai rencontré lorsque j'étais à Exerce, justement. Et qui va, grâce à une vraie plasticité qu'il a, corporelle, il peut épouser des contours totalement différents, il peut avoir des capacités aussi bien de danseur que de comédien finalement, même s'il n'a pas du tout cette formation, et doublé en plus de son parcours d'interprète avec plein de différents chorégraphes, différentes corporalités, il va s'emparer de tout ça et traverser ces états de corps, aussi bien des états de corps pauvres que très riches, face à la multiplicité des dynamiques et des images qui peuvent nous traverser au travers des écrans. Il y a aussi un autre sujet, mais qui n'est pas un sujet du tout qui est mis au centre, mais qui a traversé la pièce de façon plus ou moins visible plutôt d'ailleurs. J'avais écouté une émission où il y avait une psychanalyste sociologue qui parlait des phénomènes des hikikomori. Les hikikomori, c'est un phénomène psychosocial qui a émergé au Japon. Alors, en tout cas, on a mis des mots dessus au début des années 90. Ce sont des jeunes adultes qui vont rester enfermés chez eux, justement, parce qu'ils ne vont plus avoir envie de sortir, ils ne vont pas avoir envie d'assumer un travail, ce qui est absolument terrible là-bas au Japon, de ne pas vouloir assumer un travail. Ils vont être souvent entretenus par leurs parents quand c'est possible, pour que c'est une vraie honte sociale. Et puis elle disait que effectivement, c'était essentiellement des jeunes hommes, même s'il y a aussi de jeunes femmes. Et pour elle, elle avait une des explications, même s'il pouvait y avoir un phénomène psychiatrique, ça pouvait être aussi que ça pouvait correspondre aussi aux standards supposés de la masculinité au Japon. C'est-à-dire que là-bas, si tu n'assumes pas un emploi, si tu ne veux pas avoir une femme, etc., eh ben, tu n'as plus aucun statut. Et peut-être ça pouvait témoigner d'une inadaptation de ces sujets. Et ça m'a parlé. Je me suis dit, parce que moi-même, j'étais dans une remise en question de ces standards supposés des masculinités. Et puis je me suis dit que c'était intéressant, au travers de cette figure aussi d'Hikikomori, même si on ne le cite pas nommément, mais quand même, de cet homme en resté cloîtré chez lui, de se dire qu'il va peut-être trouver une forme de libération en épousant des contours différents.